Le journal Patrick Cohen. À la une ce matin, tension maximale entre Russes et Américains. Trump annonce qu'il va bombarder la Syrie. Moscou menace d'abattre les missiles américains avant qu'ils n'atteignent leur cible et même de riposter contre les lanceurs. La France pourrait-elle participer à ce que la Turquie appelle une bagarre de rue? On fait le point dans un instant avec Didier François. La grève reprend ce soir à la SNCF. Emmanuel Macron attendu sur le sujet pour son interview à TF1 face à Jean-Pierre Pernaut, alors que des usagers s'impatientent et font campagne pour, sinon la gratuité, du moins un dédommagement en cas de grève. Reportage à suivre. Que dire aux femmes enceintes? Faut-il bannir totalement l'alcool? Controverse scientifique et réunion au sommet aujourd'hui avec les ministres et la filière viticole. Ce sera l'enquête du 8h avec Ève Roger. Dans ce journal, Notre-Dame-des-Landes, les gendarmes progressent. Le périmètre rebelle se réduit, mais il est de plus en plus violent. Nous serons en direct. Le football, en Ligue des Champions, le Real se qualifie in extremis face à la Juve. Ce soir, en Ligue Europa, des Marseillais chauffés à bloc pour affronter Leipzig au Vélodrome. 8h15, la contestation à l'université. Quel est l'état réel du mouvement? Les examens sont-ils menacés? Que vaut la réforme mise en place? Gilles Roussel, le président de la conférence des présidents d'université, sera notre invité en direct. Une escalade verbale qui commence à faire froid dans le dos, une surenchère comme on en a peu connu ces dernières décennies entre les deux principales armées du monde, avec d'un côté un président américain qui brandit ses missiles, beaux et intelligents, il l'a dit sur Twitter, que la Russie se tienne prête, c'est signé Donald Trump, et de l'autre Moscou par la voix de son ambassadeur au Liban qui annonce qu'en cas de frappe américaine, non seulement les missiles seront détruits, mais aussi les équipements d'où ils ont été lancés. Ça veut dire que la Russie est décidée à protéger son allié syrien. Et Didier François, ça rend plus compliqué les frappes occidentales. Oui, évidemment, ça complique terriblement les choses, parce que si par malheur les Russes décidaient d'utiliser leur bouclier antimissile ou antiaérien en Syrie, eh bien, les Occidentaux devront les détruire. Et croyez-moi, ils en ont les capacités, avec des frappes à la fois massives et précises de missiles de croisière américains, français et vraisemblablement britanniques, ce qui fera beaucoup de tués parmi les soldats russes qui servent ces systèmes d'armement. Et c'est exactement ce que Donald Trump a voulu dire dans son tweet, alors évidemment avec sa manière un petit peu particulière, mais pour que Vladimir Poutine n'ait vraiment aucun doute sur ses intentions et sa détermination, parce que vous le voyez bien depuis dimanche soir, toute la pression est mise sur Moscou, pas sur Bachar el-Assad, parce que Bachar el-Assad sans Moscou en fait, c'est pas grand-chose. Donc l'effet majeur, l'objectif principal dans cette phase d'avant-frappe, c'est bien d'obtenir de la Russie qu'elle s'abstienne de soutenir militairement la Syrie pendant les bombardements, et c'est le sens des discussions très discrètes qui se mènent en ce moment même entre les états-majors américains et russes. Que les Russies se mettent à l'écart. Didier, vous laissez entendre que ces frappes occidentales en Syrie, elles sont inéluctables. Et franchement, je vois mal les Occidentaux reculer à ce stade, ou alors ça serait une véritable catastrophe stratégique. Rappelez-vous en 2013, quand Barack Obama avait décidé de ne pas frapper en échange d'un engagement de la Russie à détruire tout le stock d'armes syrien. C'était un compromis qui était plutôt raisonnable, et le problème, c'est que Moscou l'a interprété comme une faiblesse des Occidentaux et donc comme une opportunité pour poursuivre une politique extrêmement offensive en Syrie d'ailleurs, mais aussi en Crimée, qui a été annexée dans la foulée. En fait, il n'y a rien de pire en matière stratégique que de fixer une ligne rouge et de ne pas agir lorsqu'elle est franchie. Didier François, merci. Sur l'attitude de la France et son éventuel engagement militaire aux côtés des États-Unis, on devrait avoir des réponses à la mi-journée avec l'interview d'Emmanuel Macron à TF1, mais les sujets intérieurs ne manque pas, à commencer par ce conflit qui s'enlise à la SNCF où la grève reprend ce soir. 2 journées supplémentaires d'arrêt de travail, vendredi et samedi, en plein début de vacances pour les académies de la zone C, région parisienne, Toulouse et Montpellier. À noter tout de même que la SNCF s'engage à faire rouler 200 TGV sur chacun de ces 2 jours, au lieu de 700 habituellement, des trains dont la réservation a été rouverte hier. Comment sortir de la crise? L'UNSA, 2e syndicat de la SNCF, lance un appel au président Macron pour l'inviter à ouvrir de vraies discussions. Luc Berry, secrétaire général de l'UNSA, avec Olivier Samin. Pour sortir de ce conflit, il n'y a pas d'autre voie que de la négociation. Et donc, je voudrais l'appeler à véritablement traiter de la question de la réforme ferroviaire. Je suis un peu inquiet de voir une tentation d'en faire un objet politique pour une ambition politique pour le quinquennat et le futur quinquennat. Le dialogue social, ça ne se mesure pas à un nombre d'heures de discussion, ça se mesure à ses résultats. Et nous, dans toutes les propositions que nous portons dans ces discussions, nous n'avons pas de réponse. Dans ce conflit où il y a beaucoup d'inquiétudes aujourd'hui, il ne faut pas simplement des paroles, il faut des actes. Le numéro 1 de l'UNSA, Luc Berry. Tandis que dans le Nord, une association d'usagers
entre en campagne pour réclamer des dédommagements par rapport aux grèves, association qui distribue des badges usagers mécontents. Reportage Lionel Gougelot. Depuis quelques jours, Hélène accroche ce petit badge usager mécontent au revers de sa veste, symbole de la colère froide de cet abonné du TGV Nord qui voit ses allers-retours quotidiens entre Arras et Paris perturbés par la grève. C'est une façon de manifester son mécontentement aussi, parce qu'il faut quand même qu'on aille travailler aussi, nous. Ce badge, Delphine l'arbore aussi à chaque voyage, une façon pour elle de demander aux grévistes et à la direction de la SNCF un peu plus de respect pour les clients. Il n'y a pas une volonté de mettre mal à l'aise les gens, c'est juste on paye un service, on aimerait bien pouvoir bénéficier de son service sans se dire est-ce qu'on va avoir ce train, est-ce qu'on va dormir à l'hôtel, et puis surtout avec une sortie de crise dont on n'a aucune vision. Une majorité silencieuse qui s'exprime comme elle peut, reconnaît Christophe Verger-Lecoq, le président de l'association des usagers du TGV Nord, en attendant une mobilisation pour obtenir de vrais dédommagements pour cette grève. Il suffirait qu'on se rassemble à 150, 200 à Lille ou Paris-Nord, et là ça ferait vraiment une grosse différence. Une mobilisation des usagers permettrait d'avoir des compensations significatives au regard de l'impact que ça va avoir financièrement pour les usagers, pour les clients effectivement. Car la seule compensation pour l'instant, ce sont des agents qui dans l'ensemble lèveraient le pied sur les contrôles de billets. Arras, Lionel Gougelot, Europe 1. Voilà pour le conflit à la SNCF avec des associations d'usagers ou de consommateurs qui ont de beaux jours devant elles, puisque Bruxelles va autoriser les actions de groupe contre les grandes entreprises au niveau européen. Nicolas Barré. Et dans ce domaine, l'exemple vient des États-Unis. Alors, c'est le scandale Volkswagen qui a tout déclenché. Aux États-Unis, des centaines de milliers de clients de la marque et des concessionnaires portent plainte. En quelques mois, l'affaire est pliée. Volkswagen accepte de verser 22 milliards de dollars pour mettre fin aux poursuites. Et le plus gros de ce pactole ira dans la poche des clients lésés. En Europe, pour les mêmes faits, les sanctions sont quasi inexistantes, d'où la volonté de Bruxelles de se doter d'un arsenal beaucoup plus musclé. À l'américaine donc. Voilà, alors les actions de groupe en Europe seront un peu plus encadrées qu'aux États-Unis, où c'est devenu un business pour les firmes d'avocats. La version européenne réservera ces procédures aux associations de consommateurs. Bruxelles prévoit aussi que les sanctions pourront être plafonnées pour ne pas mettre en péril une entreprise. Mais enfin, ce plafond devra au moins atteindre 4% du chiffre d'affaires de l'entreprise mise en cause. Dans le cas de Volkswagen, par exemple, ça aurait fait une facture de 10 milliards d'euros. Ça n'est pas tout à fait les États-Unis, mais on s'en rapproche. Nicolas Barré, le directeur de la rédaction des Échos, merci. Europe 1, 8h07. Pas de pause dans l'opération reconquête de Notre-Dame-des-Landes, déclare le Premier ministre Édouard Philippe. Les forces de l'ordre ont accru leur pression hier face aux occupants illégaux de la ZAD qui résistent parfois violemment. Jean-Sébastien Soldani, vous êtes sur place pour Europe 1. Les zadistes ont reçu du renfort hier. Et ce sont des renforts très variés, cela va des plus extrémistes, cagoules noires et boucliers à la main, jusqu'à des groupes de retraités sympathisants de la cause qui organisent des pique-niques dans le bocage. Ces occupants étaient à peine 250 au début de l'opération lundi matin. Leur nombre aurait aujourd'hui doublé, mais cela ne semble pas empêcher les gendarmes mobiles de progresser jusqu'au cœur de la ZAD. L'un des principaux points de blocage a cédé hier sous la plus importante charge des forces de l'ordre, une poussée qui porte le nombre de squats évacués à 29 sur la quarantaine ciblée au départ par le gouvernement. Les autorités semblent donc tenir leur objectif d'un arrêt des opérations avant la fin de la semaine. Les zadistes évoquent un chiffre de 83 blessés dans leur rang. Difficile à vérifier. 29 du côté des gendarmes. Ces affrontements sont très violents, ce qui explique peut-être que ce matin, tout se déroule en grande partie loin des regards. C'est désormais quasi impossible d'entrer dans la ZAD. Les gendarmes verrouillent quasiment tous les accès quand ce ne sont pas les zadistes qui tiennent eux-mêmes des sortes de checkpoints au milieu des champs, de petits groupes très alcoolisés dès 5 h du matin et qui accueillent les visiteurs avec une hache à la main. Jean-Sébastien Soldani, envoyé spécial d'Europe 1 à Notre-Dame-des-Landes. À l'université, blocage et occupation se poursuivent. Dans l'une des 4 universités totalement bloquées, Paul Valéry à Montpellier, les serveurs informatiques de la fac ont été endommagés, ce qui risque de perturber ou d'empêcher les examens en ligne. On revient sur la situation dans les facs avec notre invité Gilles Roussel, le président de la conférence des présidents d'université, juste après ce journal. La ville de Paris assigne Airbnb en référé. Elle accuse la plateforme de location touristique de ne pas avoir retiré les annonces sans numéro d'enregistrement. C'est ce qui permet de vérifier que le propriétaire ne dépasse pas la durée limite de 120 jours de location par an. 2 ministres, Agnès Buzyn, la santé, Stéphane Travert, l'agriculture, face à des représentants de la filière viticole, rencontre au sommet aujourd'hui en vue de préparer un plan de prévention contre l'alcool. Il sera question, entre autres, d'agrandir le pictogramme d'avertissement aux femmes enceintes sur les bouteilles d'alcool, une obligation depuis 2007. Occasion pour Europe 1 de se pencher sur les risques de l'alcool sur les fœtus. Faut-il vraiment bannir vins et champagnes pour toutes les femmes qui attendent un enfant? C'est l'enquête du 8h.
Bonjour Ève Roger. Bonjour. Alors, quelles sont les recommandations officielles? Alors, ma réponse va être rapide, c'est 0 alcool pendant la grossesse. Et cette recommandation va être portée aujourd'hui haut et fort par la ministre de la Santé Agnès Buzyn. Mais est-ce que ça veut dire qu'un seul verre pendant les 9 mois de grossesse est dangereux pour le fœtus? Non, c'est plus nuancé, évidemment. Ça dépend de la quantité d'alcool absorbée. Une expertise collective de l'INSERM en 2016 propose aux médecins de distinguer grosso modo 3 niveaux d'exposition. D'abord, l'exposition légère et occasionnelle. Vous savez, c'est la coupe de champagne à un anniversaire ou un mariage. En tout cas, c'est moins d'un verre par semaine. Cette exposition-là ne présente pas de danger mesurable actuellement pour le fœtus. Et puis, de l'autre côté du spectre, vous avez le risque majeur, lui qui ne fait pas débat, à partir de 2 verres par jour. Ça peut paraître évident, mais ce n'est pas si rare. Et puis, entre les deux, une zone grise à plus d'un verre par semaine. Là, le risque est plus difficile à quantifier. Les études scientifiques ne tranchent pas, même si la balance penche vers des effets néfastes pour le développement du cerveau fœtal. Alors pourquoi le message de santé publique recommande-t-il l'abstinence si un verre à l'occasion ce n'est pas si dangereux? Par souci de clarté, de simplicité, puis surtout d'efficacité pour le neuropédiatre à l'hôpital Robert Debré à Paris, David Germano. Un message de santé publique qui s'adresse à tout le monde ne doit pas prêter à confusion. C'est un peu comme le sida et le préservatif. Écoutez. Est-ce que vous voyez un message qui serait, les préservatifs, essayez d'y penser de temps en temps quand même, quand vous avez le temps et quand ça vous contrarie pas trop d'en mettre? Non, on a dit, sortez couverts. Effectivement, il y a un message extrêmement serré. Après, chacun fait ce qu'il veut avec le message de santé publique. Est-ce qu'il y a, Ève, des périodes plus risquées dans la grossesse? Contrairement à ce qu'on croit, boire n'est pas plus grave au premier qu'au 2e ou 3e trimestre. C'est potentiellement grave tout le temps, sauf que les effets ne sont pas les mêmes. Au premier trimestre, ce sont plutôt des risques de malformations physiques, le cœur, les anomalies au visage. Le cerveau, lui, trinque pendant toute la grossesse. Et puis les médecins peuvent rassurer les femmes lorsqu'elles ont bu lors des 2 ou 3 premières semaines de grossesse. Vous savez, au moment où elles ne savent pas encore qu'elles sont enceintes, ça les inquiète souvent. Mais là, paradoxalement, le risque n'est pas avéré. Merci. Enquête du 8h signée Ève Roger. Le football avec un Real Madrid miraculé qui se qualifie in extremis pour les demi-finales de Ligue des Champions malgré sa défaite 3-1 face à la Juve, ce qui a amené les larmes et les excuses du gardien italien Gianluigi Buffon. Et puis Marseille va vibrer ce soir en Ligue Europa. L'OM reçoit Leipzig en quart de finale retour, défaite 1-0 à l'aller, mais au Vélodrome, le club phocéen pourra compter sur le soutien de quelques 60 000 supporters chauffés à bloc. Reportage Cyril de la Morinerie. Au comptoir de ce café face au stade, il n'y a plus qu'un sujet de conversation. Ce match face à Leipzig. Le record d'affluence du Vélodrome sera battu. C'est une fierté pour Régis qui promet l'enfer aux joueurs allemands. Plus que le feu, hein. Vous verrez ce que c'est la ferveur. Parce que c'est un public à Marseille. Qu'on aille à Lyon ou à Paris, il n'y a pas ça. Petite victoire de l'OM, moi je dirais un petit 2-0. On va les tamponner. Cette mobilisation historique fait en revanche quelques malheureux. Vitor vient d'arriver dans une boutique de supporters. Il est trempé. Il vient de braver la pluie qui s'abat depuis hier sur Marseille dans l'espoir de trouver un précieux sésame. Je suis venu là vite fait, même me tremper. Enfin, il faut que je trouve une place. Donc je suis prêt à tenter mais n'importe quoi. C'est une possibilité d'aller en demi-finale. On l'attend depuis tellement de temps. Enfin, on est en Europe. Faut qu'on en profite, faut qu'on casse tout, qu'on montre qui on est, quoi. Et l'entraîneur Rudy Garcia se réjouit d'entrer tout à l'heure dans un Vélodrome incandescent. Je suis venu pour ça, a-t-il dit. L'OM qui a créé sa légende en Coupe d'Europe avec ses 4 finales disputées. C'est donc toute une ville qui souhaite revivre la fièvre des grandes soirées européennes. Marseille, Cyril de la Morinerie, Europe 1. Europe 1.